Monsieur le Président de Paris-Île-de-France, capitale économique, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir à l'occasion de votre premier forum Grand Paris sur le thème « Innover pour réussir », parce que je crois que vos rendez-vous sont devenus, au fur et à mesure des dernières années, un lieu de fait incontournable de la construction de notre région capitale et de l'échange entre les acteurs qui la font vivre et la font grandir. L'an dernier, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, était venu ici, devant vous, tracer les perspectives qui nous ont conduits à l'accord du 6 mars. C'est ici qu'il était venu dire sa volonté de confirmer, de financer et d'amplifier le projet du Grand Paris. J'y reviendrai plus tard, mais nous sommes parvenus dans des délais rapides à rassurer et à garantir la construction d'un réseau de transport à la hauteur des enjeux pour une métropole du XXIe siècle. Cette année, c'est à moi que revient l'honneur de vous dire que plus que jamais, et de vous répondre, Monsieur le Président, le gouvernement est mobilisé pour réussir ce défi qui nous concerne tous, qu'est le défi du Grand Paris. Plus que jamais, l'ouvrage du Grand Paris se trouve au centre de notre métier. Notre métropole affronte en effet des défis multiples et divers, face auxquels aucun accomplissement n'est jamais à lui seul un aboutissement. Le défi est immense et l'urgence, vous l'avez dit, est là. Vous en posez par l'intitulé même de cette conférence les enjeux. Innover sera la condition essentielle et nécessaire pour répondre aux défis que nous pose le Grand Paris. Aucun modèle préfabriqué ou préformaté ne saurait répondre seul aux attentes. Paris, sans doute plus que toute autre métropole, a son caractère, son originalité et ses grandes spécificités. C'est riche de celle-ci que nous devons la bâtir. Walter Benjamin, qui nous livra de très très belles pages sur la capitale, écrivait ainsi « Chaque époque rêve de la suivante ». Alors l'enjeu pour notre région n'est autre que celui de faire vivre le rêve de la ville de demain dans la métropole d'aujourd'hui. L'enjeu d'un développement harmonieux de l'Île-de-France est crucial pour les 12 millions d'habitants qui y vivent, crucial pour l'économie française, crucial pour l'environnement, crucial aussi pour la vision que nous avons de notre pays, de sa cohésion sociale et de son devenir. Les conditions de vie dans la métropole francilienne ne sont actuellement pas satisfaisantes. Les prix de l'immobilier sont trop élevés et grèvent à la fois l'activité professionnelle et notre compétitivité. La spécialisation des territoires et la ségrégation entre territoires aisés et paupérisés menacent la cohésion sociale et l'équilibre économique. L'étalement urbain allonge les déplacements domicile-travail, nuit à l'environnement et pénalise les salariés. Les déplacements demeurent ainsi une source quotidienne de stress et de temps perdu. Et évidemment, je fais ici écho à ce que vous avez indiqué sur la priorité que doit être le transport, Monsieur le Président. Mais l'environnement aussi a été malmené par des incohérences répétées dans les projets d'aménagement. Le Grand Paris de demain sera donc, et vous avez été plusieurs à l'indiquer dans la précédente table ronde, un Grand Paris durable. Nous devons sortir des logiques de court terme et mettre de la cohérence et de l'unité dans notre vision de la ville. Nous devons ainsi cesser d'opposer bien-être des habitants et performance économique. Nous devons faire la preuve, et nous le pouvons, qu'il est possible de bien vivre dans une aire métropolitaine de 12 millions d'habitants. Les classements internationaux le montrent, les villes les plus attractives sont celles qui allient d'une part intensité urbaine, c'est-à-dire l'ensemble des services, des équipements et des aménités offerts par la densité, et d'autre part, un cadre naturel valorisé. Le gouvernement n'a pas chômé en 2013 pour être au rendez-vous d'un Grand Paris à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, la loi d'affirmation des métropoles, promulguée il y a quelques semaines, fera émerger au 1er janvier 2016 la métropole du Grand Paris, qui mettra demain en cohérence les projets de territoire. Le chantier de préfiguration qui s'ouvre est donc immense, car il s'agit ni plus ni moins de bouleverser des habitudes acquises pour certaines d'entre elles depuis le XIXe siècle. J'entends le trouble et l'inquiétude, et les échos de vos discussions de ce matin sont venus jusqu'à mes oreilles. Mais je tiens à rassurer chacun. L'État sera de toute façon, et quoi qu'il arrive, au rendez-vous pour que cela s'accomplisse avec les élus et avec les citoyens au service d'une seule ambition, le développement harmonieux de la région capitale. Concernant l'amélioration des conditions de déplacement, le nouveau Grand Paris des transports est sur les rails, si vous me permettez ce jeu de mots qui est, je le sais, très facile, mais néanmoins c'est la réalité. La feuille de route fixée par le Premier ministre l'année dernière est mise en œuvre
parfaitement conformément au calendrier prévu et les financements sont sécurisés. Le premier tronçon de la nouvelle ligne 15 du métro Grand Paris Express vient de recevoir un avis favorable unanime de la commission d'enquête publique. Il permettra l'engagement des travaux par la Société du Grand Paris en 2015 en vue d'une mise en service, comme prévu, je le redis, en 2020. La réalisation d'ici à 2030 des 200 km de nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express et les améliorations et extensions qui seront apportées au réseau existant représentent, je le redis ici, un investissement de plus de 32 milliards d'euros. Il s'agit du plus important investissement public dans l'amélioration des transports en commun franciliens depuis la réalisation des RER dans les années 60. Après les transports, en 2013, le gouvernement a décidé de se saisir, en 2014, de la question de la crise du logement en Île-de-France. Nous voulons désormais faire naître le Grand Paris de l'aménagement et du logement. Le constat, vous le connaissez, je n'y reviendrai que très brièvement. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se fixent un objectif ambitieux, construire 70 000 logements par an. Ce chiffre n'est pas un hasard, bien sûr qu'il est très ambitieux, mais je le redis, c'est celui qui peut répondre aux besoins de la population actuelle en matière de logement et celui qui permet de faire face à la croissance démographique de notre métropole. Pourtant, la réalité est que nous continuons difficilement à produire autour de 50 000 logements par an. Il nous faut donc réussir un véritable saut quantitatif dans la production du logement. Mais il ne s'agit pas seulement de produire davantage. Il s'agit aussi de produire mieux. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis ici devant vous, nous devons parvenir à baisser durablement le coût de l'immobilier afin de réduire son poids dans le budget des ménages et dans les charges des entreprises. Nous devons briser les phénomènes de ghettoisation en cours en recréant de la mixité sociale partout et pour tous. Enfin, nous devons faire naître la ville durable attendue au niveau international. Il est vrai que Paris est très attendu pour son image, pour son exemple, et si nous réussissons collectivement ce pari avec des entreprises françaises parmi les plus performantes au niveau mondial, nous n'aurons pas un démonstrateur, nous aurons fait la démonstration qu'il est possible d'engager la transition écologique urbaine. Et c'est ce chantier-là qui est devant nous. Sans préjuger ni des capacités ni des connaissances de chacun, je ne crois pas que le marché seul puisse parvenir à atteindre un objectif ambitieux comme celui-ci. Il a besoin de tous, parce que notre région capitale n'est pas un territoire comme les autres. Il a des défis immenses. Ce territoire exige donc des réponses exceptionnelles. C'est pourquoi je suis convaincue de la responsabilité de l'État et du fait qu'il doit être au rendez-vous. Mais là aussi, je veux être très claire, il ne s'agit pas de réhabiliter un État qui fait tout et qui fait mal. Au contraire, il ne s'agit pas de vanter les mérites d'un État qui ferait à la place des uns ou des autres, sans connaître la valeur de chaque territoire et de ses acteurs. L'État doit être au rendez-vous à sa place, c'est-à-dire comme un appui, comme un support, comme un accompagnateur. Un État stratège qui n'abuse pas des deniers publics, mais sait les utiliser de manière pertinente. Tel est l'objectif que je nous assigne. Un État au rendez-vous, c'est un État qui mobilise tous ses moyens au service d'une même ambition partagée. Un État au rendez-vous, c'est aussi un État qui ne pratique plus la politique de l'excuse ou de la défausse, mais qui se considère comme co-responsable du succès de la construction de logements dans la région capitale. Pour concrétiser cette ambition, nous allons nous appuyer sur 3 leviers. Tout d'abord, nous voulons doter l'État d'une stratégie, celle d'un choc foncier. Ensuite, nous proposons une méthode, le contrat avec les collectivités. Enfin, nous mettrons à disposition un moyen, un outil d'aménagement rationalisé et modernisé, tout cela tendu vers un objectif, la ville durable. Notre stratégie, je l'ai déjà dit, c'est de réussir le choc foncier. Parce que le constat est réel, nous disposons de foncier en Île-de-France. Ce foncier existe. Il se fait d'ailleurs rare et cher, parce qu'il est trop petit ou mal utilisé. Le foncier qui reste encore disponible pour le marché n'est pas à la hauteur des projets que conçoivent promoteurs, architectes, élus et urbanisme. Pour cela, nous devons libérer du foncier en quantité considérable et nous devons aussi ouvrir une réflexion d'ampleur sur les usages du foncier. Pour réussir, nous devons avoir une ville intense, dense et durable. Nous devons savoir utiliser chaque territoire de la manière la plus pertinente et mettre fin au gaspillage de l'espace. Une première étape a été ouverte avec la mobilisation du foncier public.
Une première liste a été publiée, une autre le sera dans les semaines qui viennent. Cela donnera, j'en suis certaine, un souffle nouveau à des projets de construction. Et nous ne raterons pas un rendez-vous qui est un rendez-vous décisif, l'installation des nouvelles équipes après les élections municipales. Donc nous serons à la disposition de l'ensemble de ces nouvelles équipes pour engager ces projets le plus rapidement possible, mais sans attendre, nous poursuivons ce chantier puisque je signerai une nouvelle session dès la semaine prochaine. Mais cela ne suffira pas. Tout le monde le dit, mais maintenant il s'agit de le faire. Nous devons repenser l'usage des 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Île-de-France, dont certains sont totalement obsolètes en termes de conception architecturale et de performance environnementale. Ils pourraient être utilement transformés, notamment en logement. De même, il doit être possible d'imaginer un meilleur usage de l'espace pour les centaines d'hectares de parkings de grands centres commerciaux datant de l'ère du tout automobile et qui sont aujourd'hui totalement enserrés dans des espaces urbains. Et n'oublions pas que les bâtiments existants recèlent encore des potentiels importants de densification par surélévation ou construction en fond de parcelle. Vous l'avez dit, Monsieur Porquerie, tout à l'heure, effectivement, je crois en la densification confortable. Je pense qu'il nous faut non seulement pas réhabiliter ce terme, mais l'expliquer. C'est un sujet qui est un sujet décisif pour la ville du XXIe siècle, mais c'est un sujet pour tous ceux qui la fabriquent, de pouvoir faire partager ce projet, de pouvoir faire partager cette ambition. Et nous devons aussi pouvoir retravailler sur les outils juridiques. Le choc de simplification voulu par le Président de la République a été mis en œuvre, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Le gouvernement a pris à l'automne des ordonnances. L'engagement a été pris par le Président de la République le 21 mars. Toutes les ordonnances prévues sont d'ores et déjà publiées pour faciliter ces transformations, accélérer et sécuriser juridiquement les procédures. Et j'entends continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs concernés pour prendre toutes les nouvelles mesures nécessaires qui s'avéreraient utiles dans la période. Nous pouvons aller plus vite, sans porter atteinte à la concertation avec les citoyens et à la qualité des projets. On le sait, des procédures, des normes se sont empilées au fil des années, sans souci de cohérence entre elles. La simplification, c'est aussi le moyen de donner aux acteurs la capacité d'aller plus vite et de porter plus rapidement les projets. Nous avons ainsi agi contre les recours abusifs qui venaient alimenter la spéculation et mettaient en danger des projets ambitieux. Et je le dis ensuite, la méthode, ce sera celle du contrat avec les collectivités. Elle n'est pas l'apanage de ce gouvernement, je le dis avec tranquillité. Elle a été utilement créée avec le contrat de développement territorial par la précédente majorité. Nous avons signé les premiers contrats de développement territoriaux qui sont désormais en cohérence avec le schéma directeur de la région Île-de-France. Et ce travail continue sous l'égide du préfet de région. Je pense que c'est une bonne démarche et que tous les acteurs en sont satisfaits. Je souhaite d'ailleurs que ce dispositif de contractualisation soit généralisé et que dans chacun, l'État convienne avec les collectivités des objectifs de construction de logements. L'État appuiera financièrement les collectivités dans la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par les projets d'aménagement tels que les écoles. Cette aide aux maires bâtisseurs sera donc effective. La Caisse des dépôts sera également mobilisée à cet effet. Nous viendrons encourager les élus volontaires et inciter celles et ceux qui hésitent. Mais le contrat, comme tout contrat, devra se tenir dans les deux sens. Tout doit être fait pour aider les collectivités, mais je le dis également, les collectivités ne pourront pas renâcler devant l'effort commun, au risque de voir l'État se substituer à leur action. L'urgence de la situation impose en effet une action déterminée. Enfin, il nous faut un outil. C'est le sens de la création de Grand Paris Aménagement. Il faudra redéfinir les périmètres opérationnels et les modalités d'intervention de l'État dans l'aménagement du Grand Paris. Bien évidemment, cela va sans dire, mais je crois que, et ceux qui sont attentifs de méthodes d'action de l'État ont pu en faire le constat, le choix de travail du gouvernement dans tous les projets du Grand Paris est bien d'être dans une démarche de collaboration intense avec les élus locaux. Ce sera exactement la même chose avec la modernisation des outils de l'État, dont j'ai noté que les mêmes qui parfois s'en inquiètent sont ceux qui constataient leur inadaptation. Les outils seront donc modernisés afin de construire davantage et de s'adapter au nouveau cadre institutionnel issu de la loi de décentralisation. Mais nous ne sommes plus, puisqu'il faut le dire, je le dis, à l'époque où l'État, en la personne de Paul Delouvrier, pouvait décider, en plantant une punaise sur un plan dans le bureau du général de Gaulle, de créer des villes nouvelles où bon lui semblait.
La décentralisation est passée par là et je crois que c'est une bonne chose. Et la future métropole du Grand Paris et les nouvelles agglomérations de Grande Couronne disposeront de l'ensemble des compétences pour mener une politique active en faveur de l'aménagement et de la construction de logements. Je terminerai en traçant notre ligne d'horizon. Au niveau français comme mondial, notre horizon, c'est celui de la transition écologique. C'est un horizon qui nous sera imposé si nous ne le saisissons pas à bras-le-corps. Nous avons la particularité et sans doute l'originalité d'être très en avance en France sur les capacités à la fois intellectuelles de recherche et les entreprises innovantes dans ce secteur. Nous devons en avoir désormais une traduction dans nos actions concrètes et politiques. Nous devons faire la preuve que la ville du XXIe siècle peut être une ville dense et confortable, une ville qui fonctionne différemment parce que les enjeux sont immenses. Je sais que vous avez eu ce matin une table ronde très intéressante sur l'efficacité énergétique et les smart cities. Vous le savez, le secteur du bâtiment, c'est 43% des consommations énergétiques nationales. La diminution de l'empreinte carbone des activités humaines, à commencer par l'habitat, passera nécessairement par un recours accru aux énergies renouvelables, mais par aussi d'autres procédés de construction. Nous vivrons en 2050 dans des logements dont 75% sont déjà construits et sans doute une proportion plus importante dans la région Île-de-France. Nous devons donc être au rendez-vous. Vous l'avez dit, Monsieur Buisson, je crois, la question, non, ce n'était pas vous, des méthodes d'alimentation énergétique et notamment chauffage des habitations du Grand Paris est absolument décisive et je crois que la géothermie notamment et le solaire sont promis à un très bel avenir dans notre région capitale et j'en appelle au savoir-faire de toutes les entreprises françaises pour investir pleinement ces secteurs au fort potentiel de développement et proposer des solutions viables au plan technique et financier. Je suis également convaincue que le déploiement des dispositifs de pilotage des consommations énergétiques est notre prochain défi à relever. Je ne doute d'ailleurs pas que la créativité de nos chercheurs et de vos entreprises permettra d'apporter des réponses efficaces à ces défis technologiques et peut-être des réponses que nous ne connaissons pas encore. Vous avez tous, en effet, une grande responsabilité dans l'invention et la mise en œuvre de cette ville intelligente, durable et solidaire de demain. C'est pourquoi je tiens encore à remercier Paris Île-de-France Capitale pour son action très efficace de valorisation des atouts de la métropole parisienne auprès des investisseurs. Faisons connaître les atouts des territoires qui constituent le Grand Paris, à l'image des projets sur la ville durable qui se développent à Marne-la-Vallée. Ces pépites, comme vous dites, parce qu'elles le sont réellement. Je crois pouvoir profiter de l'occasion qui m'est offerte devant vous pour évoquer une autre pépite temporaire, celle-ci mais importante, qui sera accueillie par le Grand Paris. C'est le Solar Décathlon. Cette compétition internationale ouverte aux grandes écoles et aux universités du monde entier pour construire une maison solaire autonome en énergie. Nous aurons l'honneur d'accueillir cette compétition en France du 27 juin au 14 juillet prochain dans le parc de Versailles. Il s'agira d'une superbe vitrine des possibilités techniques et des talents des ingénieurs et architectes de demain. Ce doit être également un carrefour de l'innovation, un lieu de rencontre fertile entre chercheurs et entreprises. Je crois que votre mobilisation, notre mobilisation pour cet événement en garantira la réussite. Ce sera notamment vis-à-vis de beaucoup d'acteurs étrangers qui regardent cette compétition avec intérêt, un moment important. Vous l'aurez donc compris, je suis en fait très optimiste et confiante sur notre capacité collective à relever ces défis. Je suis convaincue aussi que Paris, dont l'urbanisme, le dynamisme, l'histoire et la beauté ont inspiré la plupart des grandes villes du monde à la fin du XIXe siècle, peut, grâce au Grand Paris, au début de ce XXIe siècle, inventer des solutions adaptées et qui seront enviées dans les grandes métropoles mondiales. Rien de tout cela, évidemment, n'adviendra sans une implication de tous et de toutes. Je sais que vous serez au rendez-vous. L'État souhaite également et saura l'être. Je vous remercie.